Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre Kiosque de ce lundi 10 avril 2023. Nous allons tout d'abord, Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de votre magazine Kiosque, lire les grandes lignes de la presse paru ce lundi 10 avril 2023. L'agence congolaise de presse ACP a titré 9e jeu de la francophonie. Tshisekedi inspecte des ouvrages à l'étape de finition. C'est le titre de l'agence congolaise de presse. Et Congo Nouveau a écrit ce matin, Loi Tchani, l'Église catholique dit non. C'est l'exclamation de Congo Nouveau qui, toujours à sa manchette, écrit manœuvre politique, Lamouka, nouvel élan promet une réplique à la rébellion de Martin Fayulu. Ça, c'est Congo Nouveau. Et Africa News. Ambongo dit non à la proposition de loi sur la congolité. Le cardinal Fridolin Ambongo explique de maires vont debout contre la proposition de loi dite de père et de mère inscrite dans l'agenda de la session de mars à l'Assemblée nationale. Ici est farouchement opposé dans son message aux fidèles catholiques de Kinshasa à l'occasion de la fête de Pâques. Et toujours au sujet de ces propos du cardinal Fridolin Ambongo, l'actualité.cd a noté que l'archevêque de Kinshasa, pour l'archevêque de Kinshasa, le projet de loi sur la congolité, la veille des élections, nous divise davantage plus que nous unit. Voilà, Forum des As. La SENCO appelle la population à faire de choix judicieux lors des prochaines échéances électorales. Entre-temps, écrit notre site d'actualité, radio okapi.net, Martin Fayulu appelle à l'organisation des élections crédibles et apaisées pour contrer le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Voilà, ce sont là les titres d'actualité, les grands titres de la presse écrite ce matin. Il y a également la prospérité. Kamere consolide son alliance avec Tshisekedi, désigné membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Vital Kamere a pris contre-pied toutes les mauvaises langues qui ont voulu l'envoyer loin du chef de l'État, non sur le collet des intentions de s'aligner sur le strating de bloc de la présidentielle de 2023. Ça, c'est la prospérité qui l'écrit. Et on va lire cette CD. Le DG de la SNEL connaîtra son sort ce lundi à l'Assemblée nationale pendant que la majorité réclame sa révocation. L'opposition s'interpose. L'auteur de l'interpellation du DG de la SNEL lui reproche la mégestion et l'incompétence. Voilà, qui sont là les grandes lignes de l'actualité. Nous avons deux invités. Le premier est déjà là, Joseph Kongolo, à qui je dis bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs ainsi que les téléspectateurs de CCTV. Nous sommes là, c'est le premier jour de la semaine. On est là pour éclairer l'opinion sur certains points qui sont classés pratiquement dans l'agenda de ce jour. Alors, ces points classés dans l'agenda, comme vous le dites, c'est notamment l'interpellation du DG de la SNEL accusé de mégestion. Il doit retourner à l'Assemblée nationale ce matin. Il y a également l'éclatement de la MOCA. Il y a également, nous l'avons dit tout à l'heure, le cardinal Fridolin Ambongo qui s'est dit contre la loi Tchani. Il a dit, encore une fois, hier, lors de la messe de Pâques. Alors, on commence en société avec l'interpellation du DG de la SNEL au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quand même une bonne chose parce que la façon dont la SNEL dessert l'électricité, non seulement à Kinshasa, mais en République démocratique du Congo tout entière, il fallait le faire. Oui, madame, je crois qu'il ne faut pas commettre des erreurs au niveau de l'appréciation de ce dossier. La première chose, c'est une entreprise qui est déjà presque en faillite. Pas aujourd'hui. Depuis des années, ce sont des entreprises qui travaillent au minimum. La SNEL a perdu pratiquement toute sa percuité d'antan. Donc, cette maladie qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui est au minimum de son fonctionnement. Donc, je ne crois pas que ce sera le DG qui n'a que, j'espère, 5 ou 4 mois à la tête de cette entreprise qui va porter pratiquement tout ce qu'il y a comme problème sur la SNEL. Donc il faut savoir qu'il y a des DGA auparavant. Hein.
Non, non, le DG, l'autre DG, Kayombo, je crois que c'est Kayombo. Il était l'adjoint de Kayombo, apparemment. Oui, mais effectivement. Donc la maladie de la SNEL ne commence pas aujourd'hui. C'est une vieille maladie qui ne date pas d'aujourd'hui, madame. Donc il ne faut pas que les griefs qu'on porte sur le DG, que c'est comme si c'est lui qui porte pratiquement la charge de toutes ces incohérences, toutes ces mégestions. Je pense que c'est une vieille maladie, n'est-ce pas, qui a suivi l'entreprise avec les réformes qu'il y a eu pratiquement vers les années 2015 ou 2016 sur la transformation des entreprises publiques. Tout ça, ça a aggravé la maladie de l'entreprise. Donc, je voudrais bien qu'on aille dans le fond pour voir effectivement la part du DG, n'est-ce pas, et surtout séparer ça, je le souhaite, d'avec les maladies liées à cette entreprise depuis des temps. Ça veut dire que c'est difficile de redresser la SNEL avec le comité de gestion actuel, comme vous êtes en train de le dire. Mais, madame, pour redresser la SNEL, je crois qu'au-delà du DG, il y a encore le gouvernement qui doit être impliqué. Ce n'est pas l'affaire seule de la SNEL. C'est une entreprise publique, certes, mais pour reformer cette entreprise, je crois que le gouvernement doit s'impliquer, chercher le partenaire qu'il faut, et l'entreprise elle-même doit être encore reformée. Je me rappelle, la fois passée, on avait demandé à ce qu'on puisse disséquer l'entreprise, c'est-à-dire on donne l'exploitation, on crée une autre entreprise chargée uniquement de l'exploitation, l'autre de la commercialisation, voyez-vous. Et les gens s'étaient levés pour dire non, n'est-ce pas, à cette réforme. À mon avis, aujourd'hui, il s'est avéré que ça reste en quelque sorte une solution pour que cette entreprise revienne pratiquement, du moins, sur la sellette. Donc je pense qu'aujourd'hui que le pays est devenu trop grand, la demande est devenue trop forte, on a libéralisé le secteur. Je pense aujourd'hui que des grosses entreprises comme la SNEL aujourd'hui, elles n'arrivent plus à tenir le coup. Et à mon avis, je crois qu'il faudra la réformer, au besoin disséquer l'exploitation, n'est-ce pas, et du service commercial. Donc l'exploitation et la distribution. Attaquer les vrais problèmes et non seulement l'interpellation. Oui, effectivement, il faut aller en profondeur. Les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. Qu'est-ce que l'entreprise produit? Combien qu'il faut pour investir, n'est-ce pas, et augmenter le taux de desserte, n'est-ce pas, de desserte sur l'ensemble du territoire national. Est-ce que c'est l'affaire de la SNEL seule? Non. Au-delà, il y a des problèmes liés à la gestion. C'est vrai que parfois, il y a une mégestion, ainsi de suite, et tout ça. Il y a des problèmes de ce genre-là. Il y a aussi un problème de gouvernance aussi de cette entreprise, certes, mais en profondeur, c'est une entreprise qui doit être disséquée, donc séparer l'exploitation de la commercialisation. Je crois que ce sera une des solutions un peu solide qui pourra voir l'entreprise revenir, n'est-ce pas, à sa lettre de noblesse dans le temps. Voilà. Merci Joseph Kondo. Alter Kou est déjà là avec nous. Bonjour Alter. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à Monsieur Kongolo. Voilà, vous entrez directement dans le sujet. Nous parlons de l'interpellation du DG de la SNEL au niveau de l'Assemblée nationale. Il était là, il arrivait encore ce matin. Alors que vous avez la même lecture par rapport à cela, comme dit Joseph Kongolo, il faut attaquer les vrais problèmes et que l'interpellation seule ne suffit pas. J'adhère totalement à ce qu'il vient de dire. Il a brossé un tableau général et cette situation, pour le compléter, ne concerne pas seulement la SNEL. C'est presque toutes les entreprises ou établissements publics. C'est le cas de ONATRA, OCC, OCPT, Poste, disons, la Régie des eaux. Presque toutes traversent la même situation. On a fait presque 30 ans, on n'a jamais investi assez de moyens dans ces sociétés. La dernière fois qu'on a investi dans la SNEL revient à quand? Ça fait plusieurs années passées. S'agissant de la Régie des eaux, c'est à peine en vers 2006-2008 qu'avec l'appui de la Banque mondiale qu'on a commencé la réhabilitation de la tuyauterie ici dans la capitale, mais ce n'est pas le cas partout en province. La SNEL, c'est aussi avec l'appui de certains partenaires qu'on a essayé d'acheter quelques cabines ça et là, mais en réalité, le gouvernement congolais n'a pas investi dans ce secteur depuis les années 85, selon ce que me disait un expert il y a 2 ou 3 ans, au cadre de la SNEL. Vous voyez l'intervention du député national plutôt Rombo Fumani, qui lui-même est ingénieur de formation, qui est passé aussi par là, qui a été au cadre aussi bien à la SNEL qu'à la Régie des eaux. Tout ce qu'il dit date de plusieurs années. Je pense que M. Fabrice Lusinde, il
il assume comme, il a hérité l'actif et le passif comme DG, mais ce problème ne dépend pas uniquement de lui. Ce n'est pas lui qui est à la base de la situation que nous vivons aujourd'hui en rapport avec la mauvaise desserte en électricité. Circuler dans nos communes, nos quartiers, voyez les raccordements de la SNEL, les câbles ou disons les moyens par lesquels la SNEL nous apporte l'électricité. Ça laisse à désirer et ça date de longtemps. Lui a été nommé il n'y a pas 5 mois passés. Mais bon, il a hérité, il doit travailler, mais je ne pense pas que chercher son remplacement aujourd'hui va résoudre la situation. Non, il revient à rationaliser la gestion de cette entreprise, voir, comme le disait M. Kongolo, est-ce qu'il faut la sectionner, qu'une partie s'occupe uniquement de la production, l'autre, comme disait une autre personne, s'occupe uniquement du transport, et puis, à partir des centres urbains, une autre s'occupe de la distribution. Est-ce que nous avons la capacité et le personnel pour gérer toutes ces situations? Est-ce qu'on va continuer avec le statu quo? Ce sont des questions que l'on doit se poser et réfléchir à fond pour mieux traiter le problème et pas s'attaquer aux individus, aux têtes des personnes que l'on voudrait partir alors que le vrai problème va demeurer. C'est le cas de la ONATRA. On avait pensé qu'avec la réforme initiée par le copyright, tout changerait. J'avais vu un blanc, un espagnol qui a dirigé à un certain moment l'ONATRA. Rien n'a changé jusqu'à ce jour. Est-ce que ça doit rester avec ce format ou le secteur fluvial doit avoir un autre département indépendant de la direction générale de l'ONATRA, ou c'est aussi le cas SNEL, Poste, ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, j'ai changé, pas pour aller de coq à l'âne, mais s'agissant de toutes les entreprises, parce que c'est une situation générale. J'ai changé avec un haut cadre de l'OCPT, Poste, qui me dit qu'ils sont en capacité de vendre le Wi-Fi parce que les câbles est le leur. Mais les autres entreprises opérant dans les télécoms ont tout fait pour qu'il y ait une loi qui impose à l'OCPT d'être grossiste. Lui vend en gros et les autres opérateurs de téléphonie privée peuvent vous facturer comme ils veulent. Mais l'OCPT ne peut pas venir vous fournir le Wi-Fi chez vous ou ici dans ce quartier. Alors moi je me dis, mais pourquoi quand on a... on ne peut pas renégocier son contrat? Parce que je trouve impensable que l'État congolais qui a payé la fibre optique ne puisse pas bénéficier de toutes les dividendes de la vente, par exemple, du Wi-Fi ou de l'Internet. Donc, ce sont des questions qu'on doit se poser, même pour la SNEL. Est-ce que si on scindait, on ne verra pas des charognards venir s'agglutiner, prendre la partie la plus rentable et abandonner le reste, parce que construire un barrage nécessite énormément de moyens. Je ne vois pas certains privés qui veulent se bousculer aujourd'hui pour prendre certains pans du fonctionnement de la SNEL, aller investir pour la construction d'un barrage. Donc, c'est une réflexion qui doit être profonde pour mieux traiter les problèmes et proposer des solutions qui vont apporter un changement dans la façon de desservir la population congolaise en électricité. Alors, Terkou, est-ce que l'initiateur de cette interpellation n'a pas tenu compte de ces vrais problèmes où il a fait une motion seulement pour faire... On a vu aussi pour le cas du ministre de l'économie et celui de la défense qui ont à peine pris leur fonction. Bouf, du coup, il y a une motion qui a été lancée contre eux. Madame Gisèle, nous avons un sérieux problème du personnel politique. Et eux-mêmes le disent qu'il y a souvent beaucoup de motions alimentaires. Tout le monde sait que l'Oussinde peut tomber, la situation ne va pas changer. Rappelez-vous, je disais à Eliezer Tamboué que le ministre de l'économie aussitôt tombé, le prix d'un piodi ne va pas baisser. Où en sommes-nous près d'une année après? Le ministre de l'économie est tombé. Est-ce que depuis qu'il est tombé, la situation a changé sur le marché? Non. Le comportement du type alimentaire n'aide pas le pays à avancer. Ils doivent étudier le problème en fond et même ce député-là sait qu'il c'est un sérieux problème qui nécessite une réflexion profonde associant différentes expertises, ingénieurs, techniciens et autres pour voir quelle est la solution à mettre sur la table, avoir les moyens et appliquer la politique s'agissant de ce secteur de la desserte en électricité. Mais transformer, comme j'ai entendu, cette question à une motion de censure, une motion plutôt de défiance, je ne pense pas que ça va résoudre le problème
dans une année, non. C'est un problème qui date de très longtemps. La solution, ce n'est pas en une année. Tout le monde le sait. On ne va pas changer toute la tuyauterie ou le câblage de la ville ou d'une grande partie de la ville en une année. Non, c'est à long terme. Mais la solution doit être la meilleure solution possible, pas faire du bruit avec des motions alimentaires qui ne nous mèneront nulle part. Voilà, motion alimentaire, Joseph Kongolo, vous avez la même lecture qu'on a vu quand même les députés défiler sur devant le perchoir. Ils ont évoqué la question des délestages, la question des raccordements frauduleux. Est-ce que tout cela, toutes ces interventions vont apporter quelque chose? Bon, je sais qu'ils ont soulevé des problèmes majeurs qui rongent la société aujourd'hui. J'ai entendu, il y a des privilégiés qui ont le départ unique. Donc un seul individu qui va prendre un départ unique dans une cabine simplement parce qu'il a les moyens. Non, je crois que la SNEL est une entreprise publique qui doit mettre tout le monde devant une égalité, une équité pratiquement. Devant la loi, on est tous. Mais quand vous voyez quelqu'un, parce qu'il est ministre, parce qu'il est tel ou il est tel, il est député, il est cela, on prend un départ unique dans une cabine, on lui donne à lui seul. C'est par rapport à ce problème des délestages alors aussi. que, effectivement, ça c'est un problème de gestion. Ça c'est un problème de gestion, c'est un problème où une simple décision peut changer des choses, n'est-ce pas? Et vous voyez, tout un quartier n'a pas de courant. Non, c'est le départ unique. Lui seul a un départ unique, une partie de la cabine. Je crois que ce sont des choses qui relèvent de l'injustice qu'il faut absolument corriger. La SNEL est une entreprise publique. Donc, il faut corriger ce genre de choses. C'est tout à fait normal. Deuxièmement, quand on a commencé avec la distribution du courant par, comment on dit, par des poteaux aériens, parce qu'au début, c'était seulement souterrain. Quand on a commencé, je crois qu'on devait aussi prendre des mesures d'encadrement. On a fait des histoires en désordre, il y a des câbles de telle dimension, de telle dimension, et chaque jour, c'est des courts-circuits en l'air, ainsi de suite et tout ça. Moi, je crois que c'est à ce niveau-là que le travail n'était pas soigné. C'est un problème de gouvernance aussi. Un problème n'était pas soigné. Regardez ce que les Chinois sont en train de faire. C'est sur les FMI, dans le nouveau programme des quartiers périphériques, le courant, comment on dit, prépayé. Vous voyez que les poteaux sont alignés, les câbles sont bien alignés, et c'est même propre. Ça donne vraiment une bonne... c'est aligné, c'est propre. Mais regardez ce que la SNEL a fait. C'est n'importe qui monte, c'est n'importe qui fait. Effectivement, tout ce désordre-là, ça crée un peu la tension dans la tête. Donc tout ce désordre, ça montre que le travail n'était pas soigné, on ne prend pas le travail au sérieux, donc on ne contrôle même pas le travail, qu'on donne, je ne sais pas, aux actionnaires, on donne à qui, nous ne savons pas. Donc, il y a un problème de qualité de travail que la SNEL est en train de fournir. Malheureusement, ça entamait même la qualité, le courant lui-même, l'énergie lui-même qu'on nous fournit, c'est une énergie qui n'a jamais atteint les 220 volts. Donc, nous avons travaillé sur 220, nous avons rarement 200. Donc, il faut utiliser parfois des élévateurs pour avoir le courant qu'il faut et stabiliser le fonctionnement des machines électroménagères. Donc, nous disons tout simplement qu'il y a un problème, effectivement, de gouvernance qui montre que la qualité de travail de la SNEL est en deçà, n'est-ce pas, de la norme. Et en plus, tout le travail qu'ils sont en train de faire dans le travail de distribution, nous sentons que c'est un travail sale, qui n'est pas propre. Ça montre que ce n'est pas suffisamment réfléchi ni exécuté. Donc, à ce moment-là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Alors, qu'est-ce que vous recommandez, que ce soit aux députés, que ce soit aux autorités du pays par rapport à ces secteurs? Moi, je crois qu'il faut tirer les oreilles aux responsables de la SNEL, n'est-ce pas? Qu'ils fassent un travail en profondeur. C'est à eux de proposer des réformes en profondeur pour que l'entreprise, n'est-ce pas, reprenne ses lettres de noblesse. C'est à eux de le faire. Voyez-vous? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut soigner la qualité de travail. Même si vous n'arrivez pas à fournir du courant à tout le monde, mais à ceux qui en ont, eh ben, qu'il y ait quand même un courant consistant, en même temps régulier. Ça, c'est une chose. Il y a des extensions qui sont en train de se faire. Je crois qu'il y a une justice dans l'extension qui est en train de se faire pour que, quand même, la majorité de Quinois puissent avoir du courant, que de ramener tout le courant vers le centre, vers Gombe, vers la ville, certains quartiers. Moi, je crois qu'il y a de l'injustice dans cette matière-là. Nous recommandons tout simplement qu'il y ait la révision des méthodes de travail. Il faut réviser les méthodes de travail, reviser la qualité de travail à fournir et surtout réformer en profondeur toutes ces entreprises. Je crois que c'est l'élément qu'il faut. Donc, au-delà de l'interpellation, je crois qu'ils peuvent tout simplement tirer les oreilles aux responsables qui sont là et qu'on les suive à la lettre pour voir si, à la suite de cette interpellation, ils ont changé les méthodes de travail, ils ont
améliorer la qualité de travail qu'il doit fournir. La révocation du DG ne changera rien. Et ça ne changera pas, grand-chose, malheureusement. Lui, il n'a que 5 ans, même s'il était 5 mois, même s'il était adjoint, mais il n'avait pas l'impérium. Il n'avait pas l'impérium, voyez-vous. Donc, moi, je crois que c'est question seulement de lui tirer les oreilles et de le mettre, n'est-ce pas, sous l'œil de contrôle, et régulièrement voir si les recommandations qu'on va lui donner vont être exécutées ou pas. Alors, si au bout d'une année, par exemple, et qu'il n'y a pas de changement dans ce sens-là, effectivement, il faudra cette fois-là changer. Mais pour l'instant, comme c'est l'année électorale, nous savons que les députés aussi cherchent des moyens par tous les moyens aussi, des moyens financés par tous les moyens pour financer la campagne, ainsi de suite, tout ça. Je crois qu'ils doivent transcender cette pratique. Elle n'est pas démocratique. Je crois que ce sont des choses qui nous divisent davantage, en fait. Voilà, merci Joseph Kongo. Alors on va revenir sur le message de la messe de Pâques hier, du côté de l'archevêque de Kinshasa. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est penché sur la loi sur la Congolito, la proposition de loi sur le verrouillage de certaines fonctions de souveraineté qui a été inscrite au calendrier de la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. L'archevêque métropolitain de Kinshasa juge ou inopportune cette proposition de loi Waterkoué. Quel commentaire? Bon, le cardinal a parlé, il a rejoint la voix de nombreux Congolais qui estiment que cette loi vient, dans les circonstances actuelles, poser plus de problèmes que la solution. Moi, j'ai toujours dit que la congolité ou il ne suffit pas d'être congolais de père et de mère pour mieux servir ce pays. Non, je ne pense pas. Parce que depuis l'indépendance, nous avons eu des présidents qui sont de père et de mère congolais. Est-ce qu'ils ont trahi? C'est ce qui pousse Noël Tchani à faire cette proposition. C'est la question que je me suis posée. Plusieurs hauts responsables de ce pays, et à quelques exceptions près, comme le Léon Kengo Adondo, les Mario Losembe, mais la plupart sont des Congolais, des pères et de mères. Tous ceux qui trahissent notre patrie de l'intérieur ou de l'extérieur sont des gens à parents étrangers, l'autre Congolais. J'ai dit non. Donc la question ou le problème est plutôt ailleurs, à mon avis. Je pense que le jour où nous aurons un pays assis, avec des lois bien ancrées, nos populations, où chaque Congolais aura peur de commettre un délit. Et c'est ça le commencement de tout, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux prendre l'exemple des États-Unis avec Obama, qui était de père kényan, mais il n'est pas allé servir le Kenya. Dans aucune initiative, il a promu le pays de son père, le Kenya. Il a travaillé pour le peuple américain. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, qui a un parent étranger par rapport à la République française. Mais dans tout ce qu'il a posé comme acte, c'était la France d'abord. Je pense que nous devons renforcer d'abord notre État, notre souveraineté, les lois du pays, pour que les gens qui viennent servir le pays soient effectivement au service de la patrie. Parce que aussi longtemps que nous aurons un pays faible, on peut prendre n'importe qui, les choses ne marcheront pas. Ça, c'est mon point de vue. Raison pour laquelle je pense que cette loi, à mon avis, est inopportune. Vous appuyez l'avis du cardinal alors? Je soutiens l'avis du cardinal. Bien avant le cardinal, ça c'était ma position. Je pense qu'il faut d'abord renforcer notre pays, notre État, pour que nous ayons une nation assise, une nation avec des lois, avec un style de gouvernance qui inspire la peur de tous ceux qui voudraient trahir ou commettre un délit. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas cet État-là, ce pays-là, avec des lois et des institutions respectables, tout le reste ne sera que tempête dans un verre d'eau. Mais même pour certaines personnes, cette loi viendra résoudre le problème d'infiltration. Non, le problème d'infiltration ne peut pas se résoudre, ne se résout pas de cette façon-là. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, le premier de tous les Congolais, n'est pas dans toutes les institutions en train de veiller à l'infiltration, aussi bien dans l'armée, la police ou les autres services. Non, il n'est pas dans tous les postes frontaliers pour veiller qui s'infiltre, qui fait la contrebande. Non.
Je disais, dans les quelques pays où moi j'ai circulé, on sent l'autorité publique à partir de la commune ou du petit poste. Vous arrivez par exemple dans nos communes, voyez là où on a souvent écrit, là où on écrit le bureau de l'état civil. C'est là qu'il y a tout ce qu'il y a comme tripatouillage de nationalité. Mais aujourd'hui, allez dans nos communes, au bureau de l'état civil, voyez comment ça fonctionne. Alors que c'est là que tout doit commencer. Est-ce qu'aujourd'hui, nos communes sont bien gérées pour penser que le président de la République... Oui, mais le président Félix Tshisekedi est de père et de mère congolais. Le président Kabila était de père et de mère congolais. Avant lui, c'était Mzee et puis Mobutu. Mais nous parlons de l'infiltration de l'armée, des services d'intelligence et disons tous les services depuis les années 90. Est-ce qu'on n'a pas eu un Congolais des purs sang, comme ils le disent, au sommet de l'État depuis tout ce temps-là? C'est question plutôt d'intelligence. Il faut réfléchir et voir comment faire pour faire face à l'infiltration. L'infiltration ou la traîtrise, l'espionnage, ça se passe partout à travers le monde. On n'a pas seulement besoin d'avoir quelqu'un de double nationalité ou quoi pour vous infiltrer, non. Ceux qui connaissent comment ça se passe savent, les services, la CIA, Mossad, DGC français ou quoi, ils savent comment s'infiltrer dans les pays amis ou ennemis pour glaner les informations. Nous devons un peu quitter cette façon de réfléchir qui est empirique pour arriver à un niveau où l'intelligence fait ce qu'il doit faire, parce que intelligere du latin, comprendre, si on transpose encore comprendre à latin, comprehendere, comme prendre avec soi. C'est cet exercice-là, cette capacité-là de comprendre, d'étudier, d'analyser et apporter des solutions. Et cela, pour le faire ou pour avoir cette capacité-là, il ne suffit pas d'être congolais de père et de mère. Ça, c'est mon avis. Je crois que nous pouvons réfléchir autrement. Et on pourra, même au cas où cette loi serait adoptée, l'infiltration ne manquera pas. Nous sommes un grand pays, nous avons autant d'adversaires qui feront le nécessaire pour nous infiltrer. Ça se passe comme ça. Voyez en Russie aujourd'hui, aux États-Unis, on refoule les diplomates parce qu'ils ont infiltré, ils ont espionné. C'est partout à travers le monde. Et je ne crois pas que c'est question la loi ne va pas résoudre ce Congolais problème. de père ou de mère ou quoi pour arrêter l'infiltration. Je crois que c'est au service de faire le travail pour lequel on paye le personnel afin de réduire l'infiltration. On est en train de le crier depuis plus d'une dizaine d'années. Avez-vous déjà entendu un haut cadre des services ou de l'administration publique être arrêté pour espionnage au profit d'un pays ami ou un pays ennemi? Je n'ai pas entendu depuis plusieurs années. Voilà, merci Walter Kou. Et alors Joseph Kongolo, il n'y a pas seulement le cardinal, il y a aussi le numéro 1 de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui a également appelé à un processus électoral inclusif, qu'aucun Congolais ne pourrait être exclu sur la base de son origine. Bien, merci beaucoup madame. C'est un débat qui divise, mais je voudrais l'aborder comme un débat de société, un débat politique, plutôt mettre les têtes des gens dessus. Souvent ça nous verse dans les sentiments. D'abord, la première remarque que je fais de tous ceux qui sont contre cette loi, ils ne sont pas contre en réalité cette loi, mais ils parlent d'opportunité. Cardinal lui-même, il a parlé d'opportunité. Walter tout à l'heure, il parle d'opportunité. Et beaucoup de gens parlent de l'opportunité. Et quand on parle de l'opportunité, c'est tout simplement, n'est-ce pas, le temps et les temps et les contextes dans lesquels la loi est faite. C'est comme pour dire que la loi est bonne, mais elle est à un mauvais moment. Ce n'est pas ce moment qu'on peut la discuter. Ça vise en quelque chose, c'est ce que ça veut dire. Pardon? Ça vise une personne. Non, c'est pas que ça vise une personne, sauf que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, eux qui parlent de l'opportunité, pensent que la loi est bonne, mais ce n'est pas le moment d'en parler ou de discuter, d'en discuter. Parce qu'ils parlent tous de l'opportunité. Or, l'opportunité n'a rien à voir avec le contenu de la loi. L'opportunité a à voir entre la conjonction entre la loi, le contexte et les temps, tout simplement. Ça veut dire, au fond, la loi n'est pas mauvaise. Pourquoi elle n'est pas mauvaise? Parce que dans plusieurs pays du monde, cette loi est non écrite. Elle est connue. On ne l'écrit pas, on ne la discute pas officiellement. Elle est non écrite.
Même si vous allez aux États-Unis, vous allez voir que la souche des présidents de la République sont d'origine irlandaise. Enfin, la majorité, pour la majorité. C'est-à-dire que la loi est non écrite ailleurs. Ici, chez nous, on veut l'écrire. On veut la discuter en public. Voyez-vous? C'est ce qui blesse les choses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, quand nous voyons les souffrances que la RDC a aujourd'hui, c'est aussi, j'ai dit bien, c'est aussi lié à cette infiltration. Particulièrement, donc ça atteint le paroxysme avec le régime de M. Kabila et de son père, là où l'infiltration a pris des dimensions un peu supérieures parce que c'est en masse, n'est-ce pas, qu'ils ont infiltré les institutions, les hautes institutions de la République. Le temps de Mobutu, il y avait cette infiltration, évidemment. Mais ce n'est pas à la même dimension, n'est-ce pas, que pendant le régime de Kabila. Et nous en souffrons. Nous en souffrons énormément aujourd'hui. La souveraineté de la République, l'intégrité territoriale sont menacées aussi. J'insiste bien quand je parle de aussi à cause de cette infiltration. Même si ce n'est pas le seul élément explicatif, n'est-ce pas? Mais au moins, ça a une part de responsabilité. Et quel est le rôle d'une Assemblée nationale? Quel est le rôle du Parlement? C'est d'observer la vie nationale, de voir là où certains éléments qui sont à la base de la maladie qui ronge la République ne sont pas codifiés. Et ils tentent de mettre la loi pour gérer. Et quand la loi est là, ça ne veut pas dire que toutes les lois qu'il y a autour de la corruption ont arrêté la corruption. Non, madame. La loi régule, tout simplement, peut-être diminuer, n'est-ce pas, cette infiltration. C'est exactement, c'est pourquoi j'ai toujours dit. Ça peut aussi attendre après les élections. Madame, la notion d'opportunité dépend de la position de chacun. Monsieur Kani Noël et l'ensemble de ceux qui soutiennent cette loi trouvent que c'est le temps. Les autres, non. Oui, en particulier le cardinal et les autres, Walter en particulier, pour eux, ce n'est pas le temps. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité, ce n'est pas le moment. Voyez-vous? Mais quand à parler du fond de la loi, tout le monde reste muet, ou soit ils acceptent que le fond est bon, sauf que ce n'est pas le moment de le discuter. Voyez-vous? Donc, moi, je considère que la loi est bonne. Quand je parle en tant que scientifique, n'est-ce pas? Je trouve que la loi est bonne parce qu'elle arrive à corriger une maladie qui ronge la République aujourd'hui, en particulier cette infiltration, même s'il y a d'autres causes, n'est-ce pas, cette faiblesse de la nation. Un autre élément assez important, madame, c'est que Walter a dit, je suis totalement d'accord, mais c'est quand un État a atteint un certain niveau de maturité. Quand les institutions sont stables, quand le pouvoir est dans les institutions et non dans les individus, c'est une étape qu'on n'a pas encore atteinte. Voilà pourquoi on recourt à des lois pour gérer les détails. Quand on atteindra ce niveau, une stabilité institutionnelle, voyez-vous, une stabilité institutionnelle, en ce moment-là, on peut évoquer les raisons que Walter a dit. Voyez-vous, pour l'instant, nous sommes en deçà de la norme d'un État. Là où les hommes ne comprennent plus, n'entendent plus, voyez-vous, là où les gens ne voient pas les raisons de servir la nation, là où on doit dire aux gens de ne pas jeter de la saleté sur la rue, voyez-vous, nous sommes à un niveau primaire, là où tout doit être régulé, soit par la loi écrite, soit par la loi non écrite. Voyez-vous? Mais si, le jour où on atteindra la stabilité institutionnelle, là où le pouvoir sera dans les institutions et non dans les individus, je crois que ce sont des choses qui vont se régler d'elles-mêmes, sans beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, regardez l'État, madame. Je vous dis que nous sommes dans une situation parfois de non-État si nous devons être sévères avec certains critères. Oui. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à cette arme. Le grand recours pour remédier à certaines situations, à certaines déviations, n'est-ce pas? On recourt à des lois. Il faut des lois. Oui, il y a des coups de loi pour essayer un peu de contraindre les gens à ne pas faire ceci ou cela, et question de ne pas bousculer les fondamentales. Donc, moi je trouve que si on fait une analyse purement politique, je crois qu'on va retomber dans cette chose-là. Le dernier élément que je voudrais dire tout à l'heure, c'est que pourquoi ne pas discuter d'une loi comme celle-là? Juste au niveau de la discussion. Pourquoi les gens refusent de discuter? Qu'on en parle, n'est-ce pas? Je sais que cette loi, ça c'est moi, elle sera discutée peut-être pour des raisons électoralistes. Question de garder frais dans les mentalités de l'électorat, qui a ceci, qui a cela, il faut être congolais de père et de mère, ainsi de suite et tout ça, pour des raisons purement électorales, peut-être que cette loi ne passera même pas. Mais le fait d'être discuté, on aura accès à des explications en profondeur.
les uns et les autres vont s'affronter sur le fond. Et nous allons nous juger, voir comment la représentation nationale il y a, va débattre. Il y a plusieurs autres lois en souffrance, plusieurs autres lois Mais importantes. oui, madame, qui sont en souffrance. il y en a toujours. Il y en a toujours. Dans toutes les législatures, il y a toujours des lois en souffrance, madame. Donc, on peut en discuter. Quand on va soumettre ça au débat, nous saurons maintenant quelles sont les raisons fondamentales des uns et des autres. En ce moment-là, nous pouvons dire, non, je crois que la notion d'opportunité l'a emporté, alors on met de côté la loi. Voyez-vous. Mais si vous n'avez pas suffisamment d'arguments, mais c'est un problème, madame. C'est un problème. Il faut avoir suffisamment d'arguments. Nous voulons les voir discuter cette loi, qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas, mais au moins qu'elle passe au débat national. C'est devenu un débat de société, donc le Parlement doit récupérer ce débat, l'organiser. La loi elle-même, madame, elle a beaucoup d'insanité, telle que Tchani l'a proposée. Elle a beaucoup d'insanité dedans. Mais quel est le rôle du débat au Parlement? C'est pour nettoyer la loi. C'est pour l'harmoniser de manière à cohabiter avec d'autres lois. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a d'indigestion doit être nettoyé par la représentation nationale. C'est ça son rôle. Il n'est pas dit que Tchani a proposé, donc tout ce que Tchani a dit, c'est de l'évangile, on va accepter. Non. Le Parlement doit discuter. Mais vous ne voyez pas que le cardinal, dans son rôle d'église au milieu du village, voit déjà les dangers. Le cardinal n'a jamais vécu dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, les questions fondamentales, très souvent, elles divisent avant d'unir. Et ça, c'est comme ça. Vous allez en France, il y a plusieurs lois, vous allez voir, finalement, cette loi va unir. Donc, c'est tout à fait normal quand une loi arrive, il y a toujours des opinions qui divergent, n'est-ce pas? Quand on va faire le débat, on va essayer, n'est-ce pas, de rapprocher les opinions, et en fin de compte, on arrivera à trouver une loi, et madame, on va passer, et puis la loi sera appliquée, ne vous en faites pas. Donc, il faut savoir que chaque loi, quand elle arrive, souvent elle divise, et à la fin, elle unit. Alors, quelle analyse vous faites de propos du représentant du secrétaire général de l'ONU, Binta Keïta, par rapport à cette loi, justement? Bon, évidemment, vous savez, moi, je suis très hostile à leurs opinions. Je n'ai plus confiance aux opinions de ces institutions-là, quand vous voyez derrière, ils n'ont pas de consistance. Ils n'ont pas de consistance, mais par contre, ils obéissent tout simplement à l'opinion des puissances. Et ça, je crois que c'est pour moi... C'est de l'ingérence. Hein. Ouais, bon, même de l'ingérence aussi, mais en fait, ce qu'elle dit là, c'est pas vrai. Toutes les lois divisent d'abord avant d'unir. Allez en France, tout ce qui se passe là-bas, et tout ce qu'il y a comme bruit autour de la retraite, ça finira par unir. Ça fait partie de leur lot, de leur histoire. Donc ce n'est pas que... Ce qu'elle dit là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je sais ce qui se passe derrière la déclaration de Bintou Keïta. Elle a fait aux États-Unis. Et nous savons la position de puissance sur le Congo. Ils ne veulent jamais... Ils sont toujours derrière certaines personnalités, certaines têtes, tout simplement, croyant que quand ils vont passer au pouvoir, ils vont donner plus de faveurs aux autres, ainsi de suite. Nous savons que c'est cela, madame. Nous savons. C'est pas qu'ils veulent des élections inclusives? Non. Écoutez, madame, laissez, nous observons ça depuis longtemps. Nous observons l'agissement de ces partenaires-là, qu'on appelle puissants, communauté internationale. Nous suivons leur... Particulièrement sur la République démocratique du Congo, il y a des agendas vraiment cachés qui ne veulent pas, et souvent ils s'expriment derrière les petits événements comme cela et tout ça. Bon, finalement, je crois que ce qui est caché finira par ressortir. Alors Walter Kouy, vous allez... Oui, pour compléter, M. Joseph Kongolo, j'embraye sur ce qu'il vient de dire. Le Congolais, on n'est pas des petits-enfants qui devront attendre que la communauté internationale, MONUSCO ou quoi, viennent s'interférer dans le débat interne. Non, oui. Ce temps-là est révolu, et même nous, Congolais, ne devons pas prêter oreille ou accorder autant de temps sur ce que disent les diplomates accrédités ici à Kinshasa. Parce que j'ai vu même la presse titrer l'Union européenne contre la loi Tchani. Je me dis, mais prenons conscience qu'il ne revient pas à l'Union européenne, France, États-Unis ou quoi, de venir dire que telle loi doit être débattue ou pas. Non. Mais ils viennent éteindre le feu. Non, il n'y a pas de feu. C'est comme M. Joseph Kongolo a dit. La loi, au départ, toute loi divise toujours. Voyez tout ce qu'il y a comme émeute aujourd'hui en France s'agissant de la loi et la prolongation pour le délai de travail avant d'aller à la retraite. Il y a du feu. Mais vous avez entendu notre ambassadeur aller interpeller les parlementaires français ou dire que non, comme il y a casse, il y a quoi arrêter. Non. Nous, on ne doit pas accorder autant d'importance aux diplomates accrédités ici. C'était le cas
Autant ça l'avait été sous Kabila, ça doit l'être aussi maintenant. Le débat interne ne doit concerner que le Congolais. On est suffisamment adultes, nous sommes capables de résoudre nos problèmes, de réfléchir, appréhender, voir qu'est-ce qu'il nous faut réellement. Et puis la majorité va certainement l'emporter. Et c'est ça aussi la démocratie. Elle est belle, mais des fois mauvaise quand on ne sait pas l'assumer. Il faut l'assumer. Et c'est comme ça que les choses se passent aussi bien aux États-Unis. La sécurité, là, non, la diplomatie, ce n'est pas question de sécurité. Non, qu'on ne mêle pas tout. Qu'on ne mêle pas tout. Qu'on ne mêle pas tout. La loi Tchani plutôt ne concerne pas la guerre que nous impose le Rwanda sous couvert du M23. Ça, c'est tout à fait autre chose. Cette loi-là, moi, j'ai dit qu'elle est inopportune pour le moment, mais viendra le moment où on pourra parler de tout. S'agissant de la gouvernance de notre société, qui doit être à tel, ainsi le profil, tout ça, on doit en parler parce que même la loi électorale et la constitution héritée d'après-guerre n'est pas tout à fait conforme à ce que veut le peuple congolais. Il faut faire quelque chose, mais qu'on ne le fasse pas à un moment où certains diraient que ça a un temps suspect. Savez-vous que Israël est l'un des pays les plus démocratiques, mais tout le monde ne peut pas devenir militaire. En Israël, il y a des Juifs, mais il y a aussi des Arabes. Mais les Arabes ne peuvent pas s'enrôler dans l'armée. Ça, c'est marbré dans leur loi. Mais voilà, ça se passe même dans des nations les plus démocratiques, oui. On en parlera, mais viendra que ça soit à un moment où les gens n'ont pas l'attention pour que le débat soit serein, qu'on trouve une solution une fois pour toutes, aussi bien que pour cette loi et la Constitution que j'ai souvent traité de pas vraiment, pas très très bien pour notre pays. Il nous faut une nouvelle constitution. Depuis d'ailleurs, quand le président a été proclamé, j'étais l'un de ceux qui souhaitaient qu'on puisse réviser la constitution depuis 2019 parce que je disais, le temps n'est pas suspect, ça vaut la peine qu'on retouche à certains articles. Mais le faire maintenant, on va prêter le flanc à l'opposition et à tous ceux qui disent que Tshisekedi veut faire telle chose pour empêcher tel ou tel autre candidat d'avancer ses ambitions. Voilà. Merci Walter. Alors, puisque vous avez parlé opposition, parlons de l'éclatement de la MOCA. Ça ne marche pas entre Fayoulou et Mouzito. On donne raison, Walter, pour le chef d'État qui disait opposition et à péter. Je l'ai dit depuis 2019, après la proclamation des résultats, j'étais l'un de ceux qui disaient que la MOCA n'a plus longue vie. Pourquoi je disais que leur combat pour la vérité des urnes va s'essouffler. Ils vont passer à autre chose. Et vous voyez, depuis 2019, janvier 2019, toutes les étapes par lesquelles la MOCA est passée. Moussa Nyamwisi a pris congé, Matungulu a pris congé, Bemba et Katumbi ont adhéré à l'appel du chef de l'État lors des consultations présidentielles. Ils ont intégré les institutions. Fayoulou et Mouzito sont restés à côté. Le vrai problème, c'est que nos acteurs politiques, pour la plupart, ne travaillent pas pour l'intérêt général. Ça, tout le monde le sait. Parce que, qu'est-ce qui le divise si vous palpez ou vous creusez? Pas grand-chose, pas grand-chose. C'est question d'ambition ou de l'ego de l'un et l'autre. Fayoulou sait. Seul, il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mouzito sait, seul, il ne va pas gagner l'élection présidentielle. On a vu les grands partis ici, assis en République démocratique du Congo, être incapables de faire élire 100 députés nationaux. Je parle du PPRD. Toutes les 3 législatures n'ont pas été capables d'élire sur la liste PPRD 100 députés nationaux. C'est le cas du MLC, PALU, UNC et même l'UDPS. Aucun de tous ces grands partis qui sont sur l'ensemble du territoire n'a été capable de faire élire plus de 60 députés nationaux sur la liste de son parti. Je ne dis pas allié, sur sa propre liste. Alors, SID, voyez-vous aujourd'hui SID capable de faire 50 députés sans l'appui des autres? Voyez-vous Nouvel Élan faire? Donc, c'est un problème d'ego, ce n'est pas un problème de gouvernance ou de projet de société. Non. Parce que dans leur tiraillement, ils ne parlent pas
de problèmes de gouvernance ou du plan d'action ou d'une contre-proposition de gouvernance par rapport à ce que l'Union sacrée va nous proposer. C'est à ça que moi je m'attendais. Il critique quelquefois de façon épidermique l'actuelle gouvernance. Mais il y a beaucoup à redire par rapport au projet de société qu'avait présenté le président de la République, Félix Tshisekedi, avant de se faire élire. L'opposition a de la matière pour critiquer la gouvernance actuelle. Mais l'opposition ne la fait pas. L'opposition est à la limite. Ils s'opposent entre eux. Au lieu de venir comme une force, une contre-force, une force qui vient apporter une alternative crédible, par exemple, de gouvernance, parce qu'on est à la veille des élections. Eux sont en train de se saborder. Après, ils viendront se battre en ordre dispersé contre l'Union sacrée. Je pense que le vrai problème, il est ailleurs. Il n'est pas dans la volonté ou le souci de servir la population congolaise, mais c'est question d'ego, c'est question d'ambition personnelle qui a souvent animé le personnel politique en République démocratique du Congo, malheureusement. Voilà. Merci Walter. Joseph Kongo, ce n'est pas la même stratégie comme le pouvoir passé où on a divisé l'AFDC, on a divisé le MSR, on a divisé le PALU. Ce n'est pas la même stratégie que l'actuel gouvernement est en train de faire, l'actuel pouvoir. Oui, madame. On va y arriver. Elle est importante cette question. Mais d'abord, l'historique de la Mouka. C'était quoi l'historique? C'était pour arracher le pouvoir à M. Kabila. Tous se sont mis ensemble à Genève avec cet objectif. Nous sommes en politique là où les moyens ne comptent pas, c'est la fin qui compte. Quand Tshisekedi a le pouvoir aujourd'hui, Tshisekedi de la Mouka. Ok? Il a sur le pouvoir. En principe, la Mouka devait s'estomper à ce moment-là. Parce que le président a tendu la main à tout le monde. La main est sale. Voilà la réaction d'un politique. La main est sale. Nous sommes en politique, madame. Nous ne sommes pas en religion. Je le dis plusieurs fois. Les moyens ne comptent pas en politique. On peut ramasser le pouvoir, on peut l'arracher, on peut le gagner. Voyez-vous? Alors, quand les gens qui étaient à Genève se retrouvent avec le pouvoir, l'un d'entre eux avec le pouvoir, et il tend la main aux autres, vous refusez, vous dites que la main est sale. Non, en politique, il y a très peu de choses sont propres, en politique. Très peu de choses sont propres. Alors, donc, on vous tend la main, vous refusez, vous voulez faire l'opposition, c'est bien. Quand vous avez fait l'opposition, avec quel idéal? Avec quel discours, comme Walter l'a dit tout à l'heure? Est-ce que la vérité des urnes est un discours politique? Parce que c'est le seul message que la Mouka avait. Est-ce que la vérité des urnes est un discours politique? Non, c'est une simple revendication de la procédure. Ce n'était pas un discours politique. Et on a fait plus de 3-4 ans avec le même discours sur la bouche. Vérité des unes, vérité des unes, vérité des unes, vérité. Et puis le mandat se termine. C'est un discours? Ce n'est pas un discours, ça, c'était une revendication. Mais quel est le discours de l'opposition aujourd'hui? Walter l'a dit. Félix a présenté un projet de société qu'il fallait critiquer au fond. Non, il n'y a jamais eu de critique au fond. C'est la vérité des urnes, c'est des choses, comment on dit, même pas structurelles, c'est conjoncturel. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait beaucoup de voyages? Il a fait ceci. Ça, ce n'est pas des discours politiques. Allez en profondeur, madame. Ça, ce ne sont pas des discours politiques. Voilà, nous sommes à la fin du mandat et la Mouka n'a pas de discours. N'a pas de discours. La vérité du jour n'est pas un discours, c'est une simple revendication. Donc, il n'y a pas une idée force qui devait réunir les gens autour d'un discours, d'un idéal. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Et nous sommes fin mandat. Là où il avait la possibilité de construire un discours et de l'amener, de l'ancrer dans la critique, n'est-ce pas, du projet du gouvernement que le président avait présenté en 2018. Non, il n'y a pas eu un travail de fond. Il n'y a pas eu un travail de fond. Et tout simplement parce que, entre eux, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. C'est du ça, préfère garder le monopole de la Mouka, l'autre préfère, tout ça, ainsi de suite. Et voilà, ils se sont battus, neutralisés eux-mêmes. Et là, nous sommes à 9 ou 8 mois, n'est-ce pas, de trucs, des élections, mais voilà, ils se sont divisés. Alors, troisième chose, madame, le dynamisme politique. Les choses sont allées tellement vite, de manière inattendue, que Félix ait une majorité au Parlement. Personne ne pouvait y croire, madame. Tout ça, ça activait les choses. C'est allé tellement trop vite dans le dynamisme politique. Un homme politique, un leader, un visionnaire, il devait voir de loin. Maintenant que cet homme a une majorité, il voit comment la majorité se consolide. Voyez-vous?
il devait changer le discours de manière tactique. On devait changer le discours de manière tactique. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Alors, la question était, permettez-moi. Par rapport à, est-ce pas la même stratégie que le pouvoir passé où on divisait, on a divisé la FDC, on a MSR, on a vu avec le Palou, il fallait s'y attendre, madame. Il fallait s'y attendre. Quand Félix change de majorité au niveau du Parlement, il y a des conséquences. Vous avez vu, ensemble, bien qu'ayant fait route ensemble avec l'autre, il a perdu 40 députés sur les 70. Et tous les autres partis qui voulaient quitter cette majorité-là, ils avaient le risque de voir leur parti divisé. C'est pourquoi je vous ai parlé de dynamisme politique. C'est allé trop vite, de manière à ce que les gens ont trouvé qu'il fallait adhérer, n'est-ce pas, à cette vision. Si on avait déjà pris la décision d'adhérer, pour en sortir, eh bien, on y laisse des plumes. Voyez-vous, on y laisse des plumes. Et voilà, vers la fin, manque de vision de la part de l'opposition. Même le PPRD n'a pas une vision. Tout ce qu'ils racontent, c'est faux. Ils n'ont pas de vision. Ils ont demandé aux gens de ne pas aller se faire enrôler. Entre-temps, eux-mêmes se font enrôler dans leur village natal. Mais ce n'est pas quand même normal. C'est pas normal, ça. Et tout ça, ça fait que l'opposition a manqué de position, l'opposition a manqué de dynamisme, ni d'idées force. Et aujourd'hui, moi, je ne vois pas une opposition qui va tenir. Moïse qui vient d'arriver. Bon. Donc, on n'a pas d'opposition en RDC. Bon, disons que Félix a les mains libres. Moïse s'est imposé comme opposant, n'est-ce pas? Mais est-ce que le temps qu'il a fait, est-ce qu'il a construit un discours? Est-ce qu'il a construit un discours? Jusque-là, je n'ai pas vu encore le discours de Moïse pour contrer le peuple. Une autre question aussi, est-ce qu'il saura gagner seul avec l'électorat congolais qui est tribaliste? Oui. Je ne pense pas. Est-ce qu'il va réunir Moïse Katumbi? Est-ce qu'il sera capable de s'allier Martin Fayulu Muzito et le PPRD ou la Galaxie FCC? C'est aussi une autre question. C'est pourquoi moi, jusque-là, je pense que le président Félix Tshisekedi a la voie ouverte. Il a la voie ouverte. Avec cette opposition, à moins qu'elle ne s'organise. Mais si elle ne s'organise pas, avec l'ego de tout un chacun, moi, je ne vois pas ce qui est fini. un contre-courant le balancer. Merci à Terkouille, merci Joseph Kongolo, merci à vous, fidèles téléspectateurs, merci à Boron Djambé, à Karine Ebébé, à Doudou Montir et l'homme de Mongafula. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.